Bonjour et bienvenue parmi nous et merci de venir partager tes idées, ta vision, ton savoir dans notre communauté. Donc c'est un plaisir de t'accueillir et je te laisse la parole. Alors, j'essaye de télécharger mon document, ma présentation. Donc, je suis Juliette Mathioli. Je travaille pour le groupe Thales. Est-ce que vous voyez mes slides et Tout dans le bien. bon format? Très bien. Ouais. Donc, je suis Thales AI Fellow dans le groupe Thales, rattaché à la direction technique du groupe, en transverse. Alors, on m'a demandé le panorama des usages de l'IA dans Thales, je vais aller très très vite sur les rappels de ce qu'est l'IA parce que vous connaissez ça tout aussi bien que moi. En revanche, par rapport à toute l'actu que tu viens de positionner, moi je parlerai vraiment de l'IA en général et pas que de l'IA générative, hein, parce qu'il y a d'autres disciplines. Tout à Et fait. je montrerai comment est-ce qu'on l'utilise et quels sont nos enjeux aussi et comment est-ce qu'on y répond. Alors, tout d'abord, juste un petit rappel, mais ça, vous le savez très très bien, c'est que aujourd'hui, l'IA est partout et quand je dis l'IA, c'est au sens général. Je vais singer mon fils qui dit que dès que cela marche, plus personne n'appelle ça de l'IA et on a oublié qu'il y avait de l'IA dedans. Il y a des choses de type l'aide à la navigation comme Google, comme Waze, dans lequel on a déjà de l'IA. Il y a des bots pour aider à choisir, je sais pas quoi, son film sur Netflix. On appelle ça de l'IA. Il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui et que vous utilisez au quotidien et dont vous avez même oublié que c'était de l'IA. Et beaucoup aussi dans l'industrie des jeux. En ce moment, on parle beaucoup de l'agentique. Je rappelle que pour les gens qui ont ma génération et qui ont eu des enfants, leurs enfants ont beaucoup joué au jeu des Sims et dedans, c'est des systèmes multi-agents, c'était déjà de l'IA. Donc, c'est pas nouveau. Alors, c'est pas nouveau puisque ça a été lancé en 1956, hein, avec la Convention de Dartmouth et avec, je dirais, deux courants qui, pendant toutes les années, je dirais, se sont améliorés au fur et à mesure. Le courant qui était plutôt courant connexionniste et statistique avec le perceptron de Rosenblatt, hein, qui cherchait à modéliser le cerveau humain via des réseaux de neurones artificiels, et le courant symbolique qui cherchait plutôt à capturer de la connaissance et à inférer des raisonnements à partir de cette connaissance. En ce moment, on parle beaucoup de chatbot, hein. Le premier chatbot, c'est quand même 1965, donc c'est pas nouveau non plus. Bon, il n'était pas aussi performant que tous ceux qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et l'industrie des jeux a vraiment fortement contribué. Alors, on pense aux échecs avec Deep Blue, mais il y a eu aussi AlphaGo en 2017. Un petit cocorico pour la France, puisque en 2022, la société Nukai, qui est une société française, à utiliser l'IA hybride, donc des combinaisons de plusieurs technos, et l'IA explicable pour battre des champions de bridge. Et puis, depuis 2023, on parle sans arrêt d'IA générative. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que l'IA? Alors, tout le monde a sa définition, donc forcément, Thales en a une, hein, mais qui est très très proche de celle qui est poussée actuellement par la Commission européenne. Et donc pour nous, l'intelligence artificielle, c'est donner des capacités cognitives à un système artificiel. Et quand on parle capacité cognitive, on parle perception, on parle apprentissage, on parle abstraction et capacité de synthèse, on parle raisonnement, communication, action. Et pour ça, et pour que ces systèmes artificiels puissent donner ces capacités cognitives, on part en input de trois notions différentes que sont la donnée, l'information, la connaissance. Alors, quelle est la différence? Si je vous dis 38, c'est une donnée, hein, c'est une donnée chiffrée. 38 degrés, je commence à avoir une information puisque je sais que c'est une température. Par contre, 38 degrés dans un contexte médical,
Et avec la connaissance du médecin, ça veut dire que mon patient a de la fièvre, il a peut-être une infection, alors que dans un contexte plutôt, par exemple, de maintenance de moteur, bah, 38 degrés, c'est peut-être que mon moteur va bien. Et ça, on est dans le domaine de la connaissance. Et c'est pourquoi il y a eu ces deux paradigmes, ce qu'on appelle l'IA dirigée par les données ou l'IA connexionniste et statistique, qui est aujourd'hui très, très à la mode avec les réseaux de neurones, mais le deep learning, l'apprentissage profond et maintenant l'IA générative, où en fait on se base sur un jeu de données qui est plus ou moins grand pour en inférer un modèle. Et puis de l'autre côté, il y a l'IA symbolique où on essaye de capturer des connaissances métiers pour les rendre explicites dans un système qui va les utiliser pour raisonner. Un peu à la mode du professeur de mathématiques qui vous donne toute une batterie d'outils avec des théorèmes et des corollaires et le système va s'amuser à les combiner de façon à résoudre des problèmes complexes. Il se trouve que dans Thalès, nos problèmes sont complexes et souvent, on a besoin de l'une et l'autre technologie, voire de combinaisons de technologies, et c'est ce qu'on appellera après l'IA hybride, dans son sens, je dirais, presque biologique du terme hybride, c'est-à-dire combinaison de plusieurs technologies. Ça peut être combinaison de plusieurs technologies d'IA ou combinaison de l'IA avec des mathématiques, de la physique, de la géométrie et d'autres techniques. Alors c'est pour ça que en fait l'intelligence artificielle pour nous c'est un ensemble de sous-disciplines avec une zoologie d'algorithmes. Et là on en a cité quelques-uns. Ce n'est pas exhaustif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y en a encore beaucoup plus. Donc, il y a tout ce qui est à la mode aujourd'hui avec l'IA connexionniste et statistique, ou ce qu'on appelle l'IA dirigée par les données. Donc, j'ai cité les réseaux de neurones, l'apprentissage profond et ce genre de choses. C'est là-dedans qu'on va trouver aussi les larges langages du modèle, qui sont les fondements de l'IA générative. De l'autre côté, donc en bleu ciel, il y a tout ce qu'on considère comme l'IA symbolique ou IA à base de connaissances, avec les ontologies, les graphes conceptuels, les graphes de connaissances qui, sans eux, on n'aurait pas eu Internet, hein, on ne pourrait pas avoir Wikipédia et ce genre de choses. Mais il y a aussi d'autres techniques comme les algorithmes évolutionnaires, qu'on appelait autrefois algorithmes génétiques, comme la planification par contrainte, comme l'ordonnancement et ce genre de choses. Et puis, il y a toute une série de combinaisons où on va voir apparaître des nouvelles races, je dirais, de réseaux de neurones, comme ce qu'on appelle les Analytical Informed Neural Network, donc les réseaux de neurones informés par d'autres disciplines. Alors, il y a ce qu'on appelle les Physics Informed Neural Network qui permettent d'embarquer de la physique et des modèles physiques, voire des équations différentielles dans un réseau de neurones. Mais il y a aussi le Geometric Informed Neural Network qui va capturer des propriétés géométriques et par exemple qui permet de construire des réseaux de neurones qui permettent de classifier des objets qui sont stables par invariance, par translation, rotation, zoom et d'autres propriétés géométriques. Et puis enfin, il y a une dernière, je dirais, une dernière sous-discipline qui concerne l'IA distribuée avec les systèmes multi-agents. Et c'est là-dedans qu'on va trouver Agentic AI, hein, donc l'IA agentique. Mais il y avait aussi depuis très très longtemps des systèmes multi-agents qui étaient actionnés avec des raisonnements de type enchère et d'autres types de raisonnements. Alors, ça, c'est un peu le cadre, mais l'IA dans Thalès, en fait, c'est pas nouveau du tout, du tout, du tout. Puisque moi, je suis arrivée dans le groupe en 1990 hein, et il y avait déjà deux plans stratégiques. Un qui était le plan stratégique réseau de neurones, qui avait été lancé en 85, et il y avait le plan stratégique système expert. Donc maintenant, c'est plutôt les systèmes à base de règles ou les systèmes à base de connaissances. Et donc, dès 85, l'intelligence artificielle avait été identifiée comme une technoclé pour
ce qui était l'ancêtre de Thales, c'est-à-dire Thomson CSF. Et puis au fur et à mesure des années, comme vous pouvez le voir sur cette frise, le groupe s'est doté, enfin, a augmenté son portefeuille de technologies et de compétences en travaillant donc dans les années 2000 plutôt sur les systèmes d'aide à la décision multicritères, sur la résolution de problèmes combinatoires, ce genre de choses. Puis est arrivée toute la partie big data, donc on a fait beaucoup de text mining, data mining et d'analytics. Et à partir de 2010, ben, le deep learning est arrivé, donc on a continué à augmenter. Mais surtout, ce qui a été, je dirais, discriminant pour le groupe, ça a été qu'en 2018, on est passé d'une ère, je dirais, un peu artisanale de l'usage de l'IA, et avec toute la noblesse de l'artisanat, hein, mais c'était plutôt quelques personnes dans le groupe qui maîtrisaient ces technologies-là, à un usage plus industriel en définissant une stratégie de recherche, technologie, innovation dès 2018 et à partir de 2019, une stratégie pour l'insertion de l'IA dans notre système critique avec le motto Thales True AI que je vous expliquerai ensuite. Donc aujourd'hui, ben, on a identifié les technos différenciantes pour le groupe et pour nos solutions. On a lancé une communauté interne de pratique. Là aussi, je vais vous en parler. Des moyens pour augmenter les compétences de nos salariés, que ce soit au travers d'acculturation ou de vrais trainings. Donc, tout à l'heure, vous parliez de formation, donc je vais vous expliquer un peu ça. Parce que on veut vraiment monter en capacité de développement. Et dès 2018-2019, on s'était aperçu qu'il y avait un vrai problème de talent et d'ingénieurs qui avaient ces compétences-là. Alors aujourd'hui, donc 2025, en termes de people, hein, c'est presque 800 ingénieurs IA ou scientifiques de l'IA. Donc la distinction, c'est que le scientifique de l'IA, c'est comme le data scientist. Il est là pour créer de nouveaux algorithmes, de nouvelles approches. Donc c'est vraiment le chercheur en IA. L'ingénieur de l'IA, c'est quelqu'un qui est suffisamment pointu pour utiliser ce qui existe dans l'état de l'art, que ce soit du monde académique ou industriel, et créer de nouvelles solutions que l'on va faire à base d'IA. C'est une petite centaine de thésards sur le monde, hein. Chaque année, j'organise ce que j'appelle le PhD Day, où chaque thésard présente sa thèse dans l'esprit, ma thèse en 3 minutes. Et ceux qui sont en dernière année présentent leurs résultats en une demi-heure avec des questions ensuite. Ce sont des publications et c'est un beau portefeuille de brevets, puisque dans notre catégorie, c'est-à-dire des systémiers pour les systèmes critiques en Europe, on est le premier dépositaire de brevets en intelligence artificielle. Mais c'est aussi une charte éthique du numérique. Vous avez parlé de la consommation du numérique et des calculateurs d'IA. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les biais, enfin ce genre de choses. Là aussi, je ferai un petit zoom sur la charte éthique du numérique qui impacte beaucoup notre façon de développer l'IA. Et depuis peu, on travaille beaucoup à créer un nouveau métier. On parlait des métiers sur l'ingénierie de l'IA de confiance, hein, et au regard des nouvelles réglementations et en particulier de la réglementation européenne de l'AI Act. Alors, les 8 technologies différenciantes, donc dans cette zoologie, on s'est dit, il faut quand même pas qu'on s'éparpille. Et quelles sont les technos qui sont vraiment celles qui vont nous faire apporter de la valeur pour nos systèmes? Alors, la première, c'est l'IA hybride. Donc, c'est vraiment travailler de plus en plus dans la combinaison du monde connexionniste et du monde symbolique.
de façon à fournir de nouvelles approches qui prennent le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire en particulier, par exemple, quand j'ai pas beaucoup de données, que je puisse compenser ce manque de données par la connaissance métier que j'ai. Donc, c'est là où, même au niveau scientifique, on travaille beaucoup sur l'IA hybride. La frugalité est un domaine sur lequel on travaille énormément. Et frugalité, pour nous, veut dire deux choses. Ça veut dire frugalité en données, parce que beaucoup de nos applications n'ont pas beaucoup de données, hein, et en particulier les applications dans le domaine militaire pour des raisons de sensibilité de la donnée ou de confidentialité de la donnée. Ça peut être aussi dans des domaines, je dirais, de maintenance, parce que on cherche à détecter des anomalies ou détecter des failles. Et fort heureusement, ben, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Donc, il y a une frugalité dans les exemples. Donc, frugalité en données, c'est vraiment quelque chose d'important pour aller vers le smart data et non pas le big data comme on voit tous les, je dirais, les grands géants du numérique. Mais frugalité en énergie, c'est aussi quelque chose de très important parce que quand on embarque un composant à base d'IA dans un avion, eh ben, on ne peut pas embarquer la centrale nucléaire dont vous avez parlé juste avant. Et c'est pour ça que l'IA embarquée est aussi un axe fort. Et IA embarquée pour prendre en compte ce qu'on appelle les contraintes swap pour size, weight and power. Donc, il faut absolument que nos codes soient de petite taille et puis que leurs composants ne pèsent pas trop lourd et puis qu'ils n'utilisent pas trop d'énergie. L'IA alors l'apprentissage par renforcement nous permet aussi d'utiliser énormément toutes les simulations, simulateurs que l'on développe pour qualifier nos systèmes, mais aussi utiliser notre connaissance métier, en particulier pour augmenter l'autonomie de nos systèmes et surtout pour avoir des autonomies progressives, puisque vous verrez dans notre charte éthique du numérique, on a toujours un homme au moins dans la boucle. C'est pourquoi le dialogue humain-machine est très important. Alors, avec l'IA générative, les LLM, c'est plus facile qu'avant, mais il faut pouvoir augmenter la confiance en expliquant la décision du composant et en l'expliquant dans le domaine, je dirais, dans le vocable de l'utilisateur final, donc avec une explication très contextuelle. L'IA générative, oui, c'est très important, mais il va falloir qu'on travaille énormément sur une IA générative de confiance fiable et responsable. J'expliquerai ce que ça veut dire pour nous, confiance fiable et responsable. La collaboration et les systèmes multi-agents, c'est très important. Euh, alors dans le domaine de la défense pour le combat collaboratif, mais dans le domaine par exemple de l'aéronautique, la gestion d'un aéroport, c'est vraiment de la décision collaborative, puisqu'il y a énormément d'entités indépendantes qui doivent collaborer ensemble pour que toute la vie de l'aéroport marche bien, c'est-à-dire à la fois la livraison des bagages, le passage en douane, la gestion du tarmac, le refueling, etc., etc. Et pour tout ça, on a besoin de passer à une échelle industrielle. Donc, on a besoin de définir une vraie ingénierie en revisitant les ingénieries existantes, c'est-à-dire l'ingénierie de l'algorithmique, l'ingénierie logicielle, l'ingénierie système, l'ingénierie hardware, l'ingénierie aussi des facteurs humains pour garantir certaines propriétés tout au long du cycle de vie du système, donc de la conception, du déploiement, de la qualification, et pour aller, dans certains cas, surtout dans le monde aéronautique, vers la certification. Alors, comme on m'a demandé des exemples concrets, en fait, l'IA, et vous allez le voir, c'est utile pour nous dans toute la chaîne de décision des solutions que l'on vend.
Alors, des capteurs, hein, on a utilisé beaucoup l'intelligence artificielle dans nos capteurs. Typiquement, dans les radars, on commence à détecter de manière beaucoup plus fiable et 3 fois plus fiable des drones dans des environnements, je dirais, assez bruités. On identifie, on classifie beaucoup plus vite des cibles. Alors, dans le pod Talios, c'est un pod qui est clippé au niveau du Rafale. Et donc, ben, là, toutes les contraintes size, weight and power sont importantes et la vitesse est aussi importante pour éviter que bah, le pilote fasse plusieurs tours pour identifier une cible. L'analyse de la situation, ça fait partie de nos applications. La gestion des ressources, c'est très très important. On utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le trafic aérien et réduire je dirais, l'empreinte carbone des trajectoires en optimisant les trajectoires de manière globale, hein. On sait bien qu'une optimisation locale ne contribue pas forcément à une optimisation globale, etc., etc. Mais on utilise ça aussi de manière transverse, hein, comme pour la cybersécurité, hein. La cybersécurité est un axe qui utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour la détection d'anomalies, pour comprendre les vulnérabilités ou pour rendre le système résilient. Et puis la maintenance, qui était un sujet pour lequel, depuis les années, je dirais, 2006-2010, on a beaucoup utilisé l'IA pour la maintenance prédictive, mais on peut s'en servir aussi pour la prescription ou pour la prévention. Et puis tout ce qui est fonction support, hein, que ça soit en interne ou en externe. Alors, quelques exemples plus concrets par application, enfin par domaine, sous-domaine d'intelligence artificielle. Donc, dans l'IA dirigée par les données, hein, plus particulièrement le machine learning, hein. Bah, typiquement, on utilise l'intelligence artificielle pour la détection, la reconnaissance d'objets dans des images, pour la segmentation aussi. La petite image que vous ne voyez pas ou mal, en fait, c'est la détection des câbles à haute tension et des pylônes à haute tension pour aider le pilote d'hélicoptère. Et le système à base d'IA détecte plus vite que l'œil humain qu'il y a une potentialité de ligne à haute tension. Et il faut savoir que à peu près un quart, voire un tiers des accidents d'hélicoptère, c'est un hélicoptère qui a touché une ligne à haute tension. La prédiction du trafic aérien ou du trafic en général, là aussi, prédire de manière beaucoup plus précise le trafic peut permettre de désengorger les aéroports, donc éviter ce qu'on appelle les vols en hippodrome au-dessus de l'aéroport, et puis aussi d'éviter d'attendre sur le tarmac qu'une une porte se libère pour qu'on puisse décharger les passagers. Donc avec une meilleure prédiction, on peut faire une meilleure gestion de l'aéroport. Bon, la détection d'anomalies et de comportements anormaux, j'en ai parlé dans la cybersécurité, mais on peut avoir exactement le même genre de problème dans la surveillance du trafic maritime, par exemple. Reconnaissance de la parole, ça, vous utilisez ça tous les jours lorsque vous dictez vos textos ou vos textes. Mais on utilise ça, par exemple, pour débruiter et mieux filtrer la parole dans des environnements très, très bruités, comme dans un cockpit d'avion. Et en particulier, le cockpit du Rafale, ça fait beaucoup de bruit. Et quand il y a un pilote qui doit discuter avec un copilote ou avec un autre pilote d'un autre avion, c'est bien si on enlève l'ensemble du bruit. Bon, la prédiction météo, alors, il utilise l'IA et puis bien sûr, tout ce qui concerne la biométrie, le passage, je dirais, aux frontières, hein. Vos passeports biométriques reposent sur de l'identification et la reconnaissance de votre visage, l'identification de vos empreintes digitales, etc. Et ça, c'est à base de machine learning.
Euh, de l'autre côté, hein, l'IA à base de connaissances, moins à la mode aujourd'hui, mais pourtant très très utilisée. Alors c'est très utilisé en logistique pour l'optimisation de la logistique, de la supply chain, de la gestion de ressources, parce qu'on est vraiment dans des problèmes combinatoires sous contrainte de ressources. Mais c'est aussi utilisé dans les chaînes de fabrication pour augmenter la qualité, le rendement des productions pour tout ce qui est lean management, donc diminuer, je dirais, les déchets. Et puis pour la planification de la gestion du trafic aérien, donc lorsqu'on a une meilleure estimation du retard, on va pouvoir replanifier le séquencement des vols à l'arrivée et donc mieux ordonnancer et diminuer l'hippodrome, donc diminuer la dépense énergétique. Et puis enfin, bien sûr, l'IA générative, tout le monde pense à la génération de textes, d'images, mais parfois pour nous, ça peut être intéressant aussi pour avoir des données synthétiques pour augmenter nos bases de données qui nous permettent d'entraîner nos modèles, donc d'être plus pertinents et d'avoir des modèles de meilleure qualité. C'est aussi très utilisé en interne pour la génération automatique de rapports. Vous parliez de génération automatique de compte rendu pour la traduction automatique. Mais de plus en plus, on l'utilise aussi comme étant des maintiens, des assistants pour le maintien en condition opérationnelle et pour la maintenance ou pour la production de code. Donc, on utilise pas mal l'IA génératif pour faire du code. Alors, mais attention, parce que nos systèmes sont des systèmes qui évoluent dans un environnement critique. Quand je dis critique, ça veut dire que la défaillance peut avoir un impact sur les vies. Alors là, on parle dans le domaine de l'aéronautique. Ça peut avoir un impact sur la mission. Là, on est plutôt dans le domaine de la défense. Ça peut avoir un impact sur le business. Ça peut avoir un impact sur la société. C'est tout ce qui concerne, je dirais, l'identitaire. Et donc, la défaillance peut avoir un impact grave. Et on ne peut pas se permettre typiquement d'avoir un modèle qui marche à 95%. Enfin, moi, je dis tout le temps, quand on me présente un réseau de neurones qui marche à 95% en disant, oh là là, je suis très très content, je dis, vous menteriez dans un avion si vous saviez que la fiabilité est à 95%. Je ne suis pas sûre. Donc, pour nous, il est important de développer une IA de confiance et c'est matérialisé par le motto Thales True AI. Pour True veut dire transparent, Understable et Ethical AI. Et ça repose sur quatre principes fondamentaux qui sont la validité. Le système on doit démontrer, on doit garantir, on doit prouver et j'insiste sur le mot prouver, que le système fait ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit faire et seulement ce qu'il doit faire. Et quand je dis prouver, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur des approches de type méthode formelle, donc mathématique, pour pouvoir démontrer ça. Et ça ne suffit pas de le démontrer ou de l'illustrer sur quelques tests. Donc, c'est vraiment des démonstrations. Et lorsqu'on veut aller vers la certification, en particulier dans le domaine aéronautique, eh ben, on nous demande de le prouver et démontrer qu'il n'y a pas de défaillance à 10-9 près. Donc, c'est 99,999 et 9 chiffres après la virgule. L'explicabilité, il est important pour augmenter la confiance de pouvoir fournir des explications de la décision ou de la réponse qui a été apportée par le système à base d'IA, compréhensible et adapté au contexte, et compréhensible à l'usager. Et l'usager, c'est notre utilisateur final. Ça peut être le pilote d'avion, ça peut être le maintenancier, mais c'est aussi l'utilisateur qui est le concepteur d'une solution parce que c'est important d'avoir des moyens de comprendre ce qui se passe lorsqu'on est en train de développer. Et enfin, c'est très important pour l'auditeur puisqu'on va vers des certifications. Donc, il faut aussi qu'on puisse expliquer pourquoi il y a eu ça et pour mieux comprendre s'il y a eu une défaillance.
La sécurité au sens cybersécurité, c'est très très important de garantir que notre système à base d'IA a pris en compte toutes les problématiques et toutes les vulnérabilités intrinsèques à l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi le groupe s'est doté, je dirais, d'une équipe d'hackers éthiques spécialisés dans les vulnérabilités de l'IA. On les appelle les friendly hackers, donc c'est des gentils hackers. Et ils sont vraiment là pour secouer et pour permettre aux concepteurs d'essayer de réduire au maximum les vulnérabilités de l'IA. Et puis enfin, la responsabilité. Ben, on est un groupe industriel, donc il faut impérativement qu'on se conforme au cadre éthique, juridique et réglementaire. Et on parlera bien sûr en ce moment du cadre réglementaire qui est imposé par l'Europe, qui est donc l'AI Act, qui nous impose de la traçabilité, de démontrer la précision, de l'explicabilité et beaucoup d'autres joyeusetés. Juste pour parler de l'IA générative, aujourd'hui, l'IA générative n'est pas valide, n'est pas explicable, n'est pas sécure et n'est pas responsable. Donc, en fait, l'IA générative, on l'utilise, mais on sait très bien qu'elle ne coche aucune case de l'IA de confiance. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'IA générative de confiance au sens recherche. Donc, elle n'est pas valide puisque parfois elle fait des hallucinations. Elle n'est pas explicable et encore moins, on a encore moins de traçabilité puisqu'on ne sait pas sur quoi elle a été entraînée. La cybersécurité, alors nos friendly hackers s'amusent à peu près tous les jours à attaquer les nouveaux outils d'IA générative qui sont déployés. Et puis avec des choses amusantes qui démontrent que ce n'est pas responsable. Typiquement, la vie privée n'est pas du tout préservée quand on sait attaquer un LLM type ChatGPT, Co. On arrive à avoir des données très très sensibles au niveau privacy, donc données privées. Et puis, c'est encore moins quelque chose de, je dirais, green parce que ça consomme énormément d'énergie. Et pas que dans l'entraînement, hein, aussi dans la consommation, dans la requête, hein, c'est Yann Lechel de Probable qui expliquait que ChatGPT, en tout cas la première version de ChatGPT, 5 requêtes, c'était 1 litre d'eau qu'on foutait par la fenêtre. Et quand on voit ça à l'échelle du nombre de requêtes à la planète, on voit qu'on est en train de manger la ressource eau. Alors, c'est pour ça que toute notre IA, elle doit être en cohérence avec la charte éthique du numérique du groupe, qui se base sur 3 grands principes. Le premier qui est de construire un monde plus sûr, donc c'est plutôt tout ce qui concerne la sûreté. Donc, maintenir un homme dans la boucle, concevoir des systèmes transparents, prendre en compte la confidentialité des données dès la conception. Donc, on est vraiment dans la partie confiance. Et puis ensuite, c'est plutôt tout ce qui concerne le développement durable. Donc, privilégier toujours des approches frugales, systématiser l'éco-conception, c'est-à-dire éventuellement systématiser des approches de type federative learning qui ont été déjà entraînées sur des premiers modèles pour pouvoir les entraîner sur d'autres, les customiser sur d'autres, pardon. Et puis, enfin, c'est tout ce qui concerne l'inclusion. Et donc, c'est vraiment diminuer les biais, lutter contre ces biais, essayer de promouvoir des choses qui sont compréhensibles par tous. Et c'est pourquoi on met aussi en place beaucoup de systèmes d'acculturation. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'ingénierie de l'IA. Et en fait, c'est vraiment le problème, c'est que développer un système critique à base d'IA nous impose, en tout cas
toute l'industrie des systèmes critiques, hein. C'est pas que l'aéronautique, l'automobile a le même problème, l'industrie ferroviaire a le même problème, l'industrie nucléaire a le même problème, la santé avec la pharmacie a le même problème. Et ça nous impose à revisiter toutes les disciplines d'ingénierie et à redéfinir de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour garantir et soutenir l'ensemble du cycle de vie du système. Et c'est vraiment de la spécification au maintien en conditions opérationnelles. Et ça va être de plus en plus important, surtout lorsqu'on veut apporter des preuves pour la qualification ou la certification, et maintenant pour garantir la conformité avec les nouvelles normes et avec les nouveaux règlements et la nouvelle réglementation. Et quand je dis qu'il faut absolument faire ça, c'est qu'il faut vraiment travailler sur un moyen pour définir les exigences et les spécifications des parties prenantes, de spécifier la fonction IA ou machine learning, les architectures. Et ça passe par un nouveau concept qui vient du monde automobile, qui s'appelle l'Operational Design Domain, qui est un concept qui permet de circonscrire le domaine opérationnel dans lequel je vais concevoir mon système et de dire toutes mes propriétés de sûreté, de cybersécurité, de robustesse, etc., sont valables dans ce domaine. En fait, ça vient du monde automobile parce que typiquement, si je veux construire un véhicule autonome, je veux développer un système qui va détecter les piétons pour éviter de les écraser. Et donc, l'ingénierie classique, on aurait été obligé de décrire ce qu'est un piéton, ce qui est quelque chose de très difficile. Donc, avec les systèmes à base d'IA, on se dit, bah, on va décrire le piéton à base d'exemples. Donc déjà, les spécifications deviennent des exemples. Sauf que ben, le piéton, il va falloir décrire que ce système, il va marcher quand il fait beau ou quand il y a de la pluie ou quand il y a du brouillard, etc. Donc, on va circonscrire le domaine d'emploi. Et il va falloir aussi définir, et ça c'est la loi qui nous l'impose, hein, c'est l'AI Act qui nous l'impose, l'intention et l'objectif visé par la capacité d'IA que l'on va mettre dans le système que l'on veut déployer. Alors, je continue mon histoire de piéton, donc il va falloir que je mette en place ben, des outils pour développer mon composant qui va détecter le piéton, que je vais l'installer dans un système. Le problème, c'est qu'il va falloir qualifier le système. Si au premier dos d'âne, mon lidar ne regarde plus la route, même si j'ai le meilleur détecteur de piétons, je n'ai pas confiance dans le système. Donc, il faut aussi prendre en compte l'ensemble du système. Et puis, enfin, il va falloir monitorer tout au long du cycle de vie et définir des moyens de requalifier. En fait, un grand industriel de l'automobile français a dit, bah, nous, on avait développé un composant de détection de piétons, et puis il y a eu le Covid, et entre-temps, le piéton est avancé masqué, et notre système, il était plus, enfin, il fonctionnait plus de la même façon, et on avait perdu les performances. Donc, tout ça, ça nous oblige à développer des ateliers, à mettre en place une ingénierie d'IA de confiance. Fort heureusement, la France avait commencé à travailler dessus dès 2020 avec le programme Confiance.ai dont vous avez le petit logo. Et la bonne nouvelle, c'est que en début de cette semaine, donc c'est un peu un scoop, les industriels de ce programme ont lancé une association donc, qui s'appelle European Transparency AI Association, qui est une association qui a pour objectif de promouvoir cette ingénierie de l'IA de confiance, de promouvoir les méthodes et les outils en open source pour permettre à d'autres de développer ça de manière sereine. Alors, l'histoire pour Thalès ne s'arrête pas là parce que, comme je vous l'ai dit,
ben, on a besoin de people et de personnes et de cerveaux pour pouvoir développer nos applications. Et donc en 2019, on a lancé ce qu'on appelle la Thales School of AI, une formation à plusieurs niveaux. Donc vous voyez, hein, il y a 4 niveaux. Il y a un niveau vraiment 1 qui est plutôt le niveau acculturation. Il y a le niveau 2 qui est plutôt un niveau je suis capable de pratiquer, mais que ça soit à la fois pour la famille ingénierie ou développeurs, mais que c'est aussi pour le marketing, pour les commerciaux, pour les juristes, pour qu'ils savent un peu ce que ça veut dire l'IA et quelles sont les difficultés et tout ça. Et puis enfin, il y a un niveau 3 qui est plutôt pour des spécialistes. Et puis ensuite, c'est vraiment des experts. Donc aujourd'hui, dans les choses qui sont disponibles, on a tout ce qui est l'acculturation et on a déjà acculturé plus de 2000 personnes dans le groupe. Alors c'était un bêta-test parce que l'objectif c'est d'acculturer les 85 000 personnes d'ici la fin 2026. Et puis l'IA générative aussi, pour la culturer, je dirais, aux pratiques de l'IA générative, aux faiblesses de l'IA générative, avec attention. Quand vous posez une question, vous laissez une trace, donc faut faire attention enfin, à l'information que l'on laisse en utilisant ça. Attention, l'IA générative peut halluciner, etc. On forme, donc on utilise nos experts pour qu'ils deviennent un peu nos ambassadeurs et pour les monter en visibilité. Et puis, on est en train de construire trois autres formations. Une sur l'acculturation des nouvelles réglementations et de la charte éthique, une sur la cybersécurité de l'IA, là qui est plutôt technique, et une sur l'ingénierie de l'IA de confiance. Alors, tout ça, c'est aussi une énorme communauté qu'on a mis en place depuis 2023, avec maintenant presque 3000, enfin plus de 3000 membres. On n'est pas loin de 3500 membres maintenant dans 42 pays. Donc, on partage énormément d'informations. On partage, par exemple, des retours d'expérience lorsqu'on a collaboré avec des startups. Le PhD Day est retransmis dans l'ensemble du groupe. Donc, tous les thésards présentent à l'ensemble du groupe. Et puis, on s'aperçoit que, bon, même si je dirais 70% de cette communauté est française, on a aussi énormément de gens qui viennent d'autres pays, comme l'Italie, comme Singapour, comme d'autres pays. Donc, maintenant, pour conclure, en fait, pour nous, l'IA, c'est pas nouveau. L'IA de confiance, c'est une condition nécessaire au déploiement de l'IA dans les systèmes critiques. Ça veut dire, et c'est vraiment obligatoire, c'est-à-dire c'est la différence entre, je dirais, l'IA de Thales et l'IA grand public, c'est que pour nous, l'IA doit être valide et il faut le démontrer. L'IA doit être transparente et explicable. Il faut absolument qu'on ait des moyens de prouver ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc, ça veut dire, par exemple, que on doit garder l'ensemble des données qui ont entraîné nos modèles pour pouvoir avoir une certaine transparence si jamais on a un audit. Il faut garantir une certaine robustesse vis-à-vis des attaques de cybersécurité et il y a des vulnérabilités spécifiques à l'IA, donc c'est vraiment important, mais aussi garantir la robustesse au mauvais usage, c'est-à-dire quelqu'un qui utiliserait l'IA dans un contexte pour lequel ça n'était pas fait pour, donc avoir vraiment la ceinture de sécurité. Fiabilité et sûreté, ben là, je l'ai expliqué, et dans le domaine de l'aéronautique, c'est très important. Dans le domaine de la biométrie, c'est très important. La gouvernance des données et la gouvernance de l'IA, c'est obligatoire puisque le RGPD, c'est une loi qui existe, hein. Mais c'est de plus en plus critique et là aussi, garantir que on respecte, je dirais, les droits des citoyens. Et puis la responsabilité.
avec la conformité alors aux normes, aux standards, ce qui n'est pas une mince affaire parce que des standards, il en pop-up tous les jours. Il y en a qui ne sont pas secs. Typiquement, le standard de l'aéronautique n'est pas encore sec et pourtant il va falloir qu'on s'y conforme. Donc, ce n'est pas une mince affaire et c'est pour ça que je dirais le groupe est en marche active en ayant en 2000, enfin il y a 2 ans, lancé une nouvelle organisation qui s'appelle Cortex, dans lequel en fait on a 3 piliers, Cortex Labs qui sont plutôt les labos de recherche, là pour préparer l'avenir, hein, c'est là où on va trouver nos scientistes de l'IA. Cortex Factory, qui est un accélérateur pour déployer des solutions à base d'IA et les industrialiser. Donc là, on est plutôt dans le cadre de l'IA appliquée pour les systèmes. Alors, système au sens système de contrôle de trafic aérien, système d'aide au commandement, système de biométrie et ce genre de système. Et puis, Cortex Sensor, qui est là plutôt pour déployer de l'IA dans le monde de l'embarqué, donc au plus proche des radars, et c'est là-dedans qu'on va trouver des techniques de type Edge AI. Donc j'ai essayé de faire vite pour vous donner la place aux questions, et je suis sûre que vous en avez beaucoup. Merci Juliette. Sur l'IA embarqué, Oui, je fais un peu de teasing pour un des prochains IA Forsup au mois de décembre. A priori, on aura des Italiens qui viendront nous parler des petits objets avec comment ils l'IoT et IA. Voilà, bref, je finis mon teasing. Merci pour toutes ces présentations. Moi, j'ai pris des notes. Hein. Je ne sais pas vous, à distance, vous avez pris des notes, mais j'ai rempli plein de je, papiers. je vous enverrai le PDF, comme ça vous pourrez Ah, mais il est déjà en partager ligne, avec... hein, parce que quand D'accord, ok. je crée un événement dans la Ok, plateforme, ok, ce que tu m'as envoyé, je l'avais déjà déposé. Donc, si ok, les gens ont pu voir avant, s'il y a ok. eu le temps de voir tout ça. Alors, moi, puisque j'ai le micro, j'ai commencé à poser ma première question. C'est, tu as parlé des 4 facteurs de l'IA de confiance, validité, Oui. explicabilité, sécurité et responsabilité. Est-ce que c'est laquelle qui est la plus importante en temps, en coût, en argent lequel de ces facteurs est le plus important? Alors, validité, si c'est pas valide, c'est même pas la peine de continuer. Donc, c'est simple, si l'IA n'est pas valide et qu'elle ne répond pas aux exigences et qu'elle n'est pas suffisamment précise, etc., bah, on l'intégrera pas. Donc, celle-là, elle est super importante. Après, explicabilité, sécurité, ça dépend du contexte d'emploi. Hein, parce que typiquement, si on va être moins exigeant quand on va utiliser de l'IA dans un système de combat où la décision, elle doit être en quelques secondes, donc l'explication va être très courte et va être très adaptée. Ça peut être même juste visuel. Alors que si on est plutôt dans un contexte d'audit, il va falloir donner beaucoup plus de justification, donc d'explication. Cybersécurité, c'est quand même aussi très important. Là aussi, hein, si notre système il est hacké et qu'il est contrôlé, on a un problème. Mais ça, comme tout système, la cybersécurité, c'est mandatory. D'accord. Et responsabilité, le problème, j'ai pas de qu'est-ce qui est le plus important, Hein. c'est que les quatre C'est important, sont c'est au cas par cas, obligatoires. quoi. Dans certains cas, c'est Et plus après, important. c'est une question de poids dans lequel on va mettre, parce que être conforme au cadre réglementaire, hein, ben, ça, je suis désolée, mais n'importe quel industriel doit être conforme. Alors, les startups, parfois, se disent, bon, ce sera peut-être pour plus tard. Au pire, elles ferment parce qu'il y a eu un petit scandale et elles se recréent sur un autre truc, mais Thales ne peut pas se permettre un scandale. Enfin, tu parlais tout à l'heure de l'IA générative qui avait poussé au suicide. Bon, s'il y avait eu un truc comme ça par une application faite par Thales, ça aurait été très grave, quoi. On l'aurait pris, enfin, il y aurait eu un vrai cellus de crise. C'est un tremblement de terre, quoi. Mm, mm. Étant donné qu'on est un énorme groupe avec
et qu'en plus on travaille sur des systèmes critiques, on ne peut pas se permettre de ne pas être conforme au cadre réglementaire, au cadre juridique. D'accord. Il y a Bruno qui travaille au groupe logiciel, la cellule nationale de logiciel. Bruno qui a une question. Bruno, je te laisse la parole. Désolé. On vous entend, on vous entend. Non, désolé. Là, c'est. Non, non, je savais pas de. Non, Ah, juste tu avais levé la main, valider, je pensais que mais tu non, avais j'avais pas levé. de question. C'est une erreur de manip. D'accord. D'accord. Ok. Et donc, sur la charte éthique, tu as parlé d'une charte éthique, tu as donné Oui. les points clés. Il y a un Hmm. texte qui est public ou Ah c'est. oui, oui, la charte éthique, elle est publique, elle est publiée sur le site Thales. D'accord. Et là, on est en train de mettre un plan en interne Thales pour mettre des indicateurs pour la suivre et montrer qu'on s'améliore de jour en jour en suivant cette charte éthique. Typiquement, tout à l'heure, on a parlé un peu de l'IA et le développement durable, hein, enfin, mais c'est vrai pour tout ce qui est numérique. Moi, j'interviens régulièrement dans les présentations de type RSE, justement pour sensibiliser, pour dire attention, quand vous utilisez par exemple ChatGPT, posez une question où vous êtes sûr que c'est une question pour l'IA générative, plutôt qu'une question que Google aurait pu répondre, quoi. Moi, quand je vois des jeunes qui demandent à ChatGPT la recette, je sais pas quoi, de la tarte tatin, je me dis, mais enfin, on n'a pas besoin de l'IA générative pour ça, quoi. Je suis Mm. désolée. Enfin, 5 requêtes, un litre d'eau, quoi. Mais c'est une grosse tendance chez nos étudiants qu'on observe, Ben c'est voilà. qu'ils délaissent Google pour aller sur des trucs où ça va plus vite et Mais ça c'est fait le pas que boulot ça à leur va plus. place. Oui, mais je suis d'accord. Alors, si j'ai un conseil, et c'est le conseil que je donne en général quand on parle de l'IA générative, c'est utiliser l'IA générative pour des tâches dont vous maîtrisez le contenu et pour aller plus vite, donc gagner en efficacité. Mais comme il faut contrôler le contenu qui a été géré, il faut pouvoir le contrôler. Et utiliser l'IA générative dans un domaine qu'on ne connaît pas, ça peut être très dangereux parce que elle peut vraiment dire n'importe quoi, quoi. Il y a du boulot encore à faire aux côtés En jeunes de ce côté-là. acculturation, oui, en Ah oui, oui. acculturation, ça, d'où, c'est là où un des premiers modules d'acculturation qu'on a fait, c'était sur l'IA générative. Ça dure 30 minutes. Il y a des règles très simples de principe et on a décidé d'acculturer l'ensemble du groupe, donc les 85 000 employés, parce que tout le monde l'utilise, même chez soi, quoi. Mm, mm. Ah, il y a Jean-Michel Julien qui a une question. Oui. Ouais, justement, comment vous faites pour former 80 000 personnes? Ah, c'est compliqué. En fait, on a commencé par travailler. Alors, on est plusieurs, hein. On a travaillé avec le juridique, on a travaillé avec des gens du logiciel, on a travaillé avec. Et donc, on a fait une formation qu'on a commencé à se dire avec des contraintes. On s'est dit, il ne faut pas que ça dure plus d'une demi-heure parce que je dirais, saouler tout le monde. Donc c'était les contraintes. Ça doit être un peu ludique. Donc, on a fait des petits motion design. Et on a bêta-testé ça sur une population très hétérogène, c'est-à-dire sur des assistantes, sur la médecine du travail, sur des juristes, etc. Donc, ils nous ont fait plein de retours. Et puis là, on a fait une première version en français. Donc, ça, on avait bêta-testé ça en français. Ensuite, on l'a traduit en anglais. On a refait un bêta-test sur le continent Nord-Amérique. Et maintenant, on est en train de le traduire en plusieurs langues. Alors, merci les outils de traduction. Et c'est comme ça qu'on déploie. Avec, comme tout salarié, il a le droit à une formation interne et parfois certaines formations sont obligatoires. Donc là, on est en train de la rendre obligatoire. C'est tellement obligatoire que, un peu comme le passeport climat l'a été et l'est dans certaines entreprises, il y a une espèce de mini incentive pour le salarié. Alors, c'est pas grand-chose, c'est-à-dire s'il ne la fait pas, on lui tire un peu les oreilles, mais en général, ils sont contents de l'avoir fait.
D'accord. Merci Enrique qui a mis le lien vers la charte éthique de Thalès dans la communauté, elle est Ah, réactive. merci, merci. Et donc, du coup, je l'ai référencé dans IA for Sup comme, Ah, ouais, tout à fait. comme une charte. Voilà. Mm. Merci. Et ben voilà, on a fait eu pas mal de questions, on a fait le tour. De toute façon, Juliette, t'es dans la boucle. S'il y a d'autres gens qui me posent des questions, je te ferai suivre les questions par la Ouais, suite ouais, s'il y a très besoin. bien. Très, très Et, bien. et si tu veux venir participer à nos travaux, tu es la bienvenue. Il n'y a pas de souci, hein. C'est un groupe de réflexion, aussi un autre, voilà, sur l'usage. Moi, j'ai Voilà. beaucoup aimé Oui. aussi je ne sais pas si c'est un métier d'avenir, mais l'ingénierie de l'IA de confiance, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ça en ce Oui, moment. alors il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Une des suites justement du grand programme Confiance.ai, qui était un programme national, a été de créer un master E, hein, donc un master de spécialisé à Centrale Supélec. Et je pense que c'est une discipline qui est en train de se créer. Alors on commence à voir des choses apparaître au Canada, en Australie, en UK, puisqu'ils ont un grand mouvement qui s'appelle Responsible AI. Et donc, il y a un truc nouveau. Et puis, il y a la réciproque, c'est-à-dire qu'il y a l'IA pour l'ingénierie qui permet de dépoussiérer un peu ce métier d'ingénierie qui n'était pas forcément bien perçu chez les jeunes. D'accord. Jean-Michel, je vois que tu as pris des notes. Il y aura une nouvelle formation bientôt chez toi. L'IA de confiance. Jean-Michel Voilà, s'occupe de l'université de Unidistance en Suisse. d'accord. Formation continue en Suisse. OK. Eh Bah, ben, je on peux a fait le mettre le lien tour. du master si vous voulez dans le chat après. Allez, on prend, ouais. Voilà, ok. Eh ben, un grand merci. Merci. Plus de questions, plus de mains qui se lèvent. Bon, alors merci Juliette pour cette intervention. Moi, j'ai appris plein de choses.